La responsabilité sociétale des entreprises RSE constitue un enjeu majeur de développement et d'opportunité sur le continent et au Mali en particulier. Comment se déploie la RSE dans le pays? Quels sont les avantages qui en découlent et qu'en est-il des freins? La RSE peut-elle améliorer la performance des entreprises? Si oui, comment? RSE, instrument de bonne gouvernance pour les entreprises, c'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. RSE, instrument de bonne gouvernance pour les entreprises, c'est une question et c'est le titre de cette émission. Avant d'en débattre, je vous laisse découvrir le portrait de notre invité principal. Moussa Bendeka Diabaté est le directeur général de l'Institut Responsabilité Sociétale des Entreprises, IRSE. À travers cet institut qu'il a fondé en 2009, M. Diabaté accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de leur politique RSE, la certification, la normalisation et la conformité aux différentes normes ISO. Il est également expert Global Reporting Initiative G4. Le directeur Diabaté a le statut d'expert international ISO. Il est membre du comité d'experts du réseau de normalisation de la francophonie et vice-président du système ouest-africain d'accréditation, la CEDEAO. Avant de mettre en place l'Institut RSE, ce chef d'entreprise a lancé en 2001 le cabinet CEFACAR, spécialisé dans la formation, l'audit, le courtage et l'assurance. Sa solide expérience lui permet d'accompagner les entreprises en matière d'audit, assurance, suivi et évaluation de projets et programmes, mais aussi en renforcement de capacités, optimisation des systèmes de gestion des PME, PMI, structures politiques, structures publiques, privées, parapubliques et des ONG. En tant que consultant, M. Diabaté a collaboré avec plusieurs structures telles que l'APEJ, le FAFPA, le Fonds SIDA, la BNDA ou encore le ministère de la Santé. Du point de vue académique, Moussa Bendeka Diabaté est doctorant au Conservatoire national des arts et métiers de Paris, CNAM. Il est titulaire de plusieurs diplômes, dont une licence en assurance de l'IAA Tunisie, une autre en droit privé de l'École nationale d'administration de Bamako. Il détient aussi une maîtrise en gestion d'entreprise de Technolab ISTA et un MBA en audit et contrôle de gestion de l'École supérieure de gestion de Paris. MBDD est l'auteur de plusieurs études et publications. On peut notamment citer le Mali victime de ses ressources, le travail des enfants dans les zones minières de Anda ou encore l'étude sur la problématique de la sécurité routière au Mali. Les publications précitées entrent dans le cadre de son ONG Caprive. L'organisation non gouvernementale qu'il a mise en place en 2005 réalise des missions d'audit et d'expertise en matière de la sécurité routière, conception et mise en œuvre de programmes de formation, mais accompagne surtout les organisations dans la lutte contre l'insécurité routière. Au plan associatif, cet opérateur économique est membre du patronat de l'Institut français des auditeurs et contrôleurs internes. Il a aussi la casquette d'instructeur des arbitres CAF et FIFA. Moussa Bendeka Diabaté, le directeur général de l'Institut RSE, est l'invité principal de Entreprendre. Vous l'avez compris, notre invité principal est Moussa Bendeka Diabaté, directeur général de l'Institut RSE. Monsieur Diabaté, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Amar. Je remercie aussi les auditeurs qui nous écoutent en ce moment précis. En mettant en place l'IRSE, l'Institut de responsabilité sociétale des entreprises en 2009, vous êtes devenu un des pionniers au Mali en matière de RSE, c'est bien cela? Tout à fait. RSE a été créé dans les années 2000 et quelques. Et en ce moment, les gens me prenaient de fou, évidemment, parce que c'était un nouveau concept. Mais juste, je fais un petit speech.
J'ai eu à faire un voyage en Indonésie et je suis allé voir un champ de riz. Donc dans ce champ de riz, c'est comme d'ici l'hippodrome de Tout est riz. Wow. Donc il s'est trouvé que les gens utilisaient beaucoup de produits chimiques pour tuer les insectes. Parce que quand les riz commencent à pousser, il y a des fleurs qui apparaissent. Donc les insectes bouffaient ça et ça faisait énormément de gâchis. Donc les sociétés utilisaient les produits chimiques pour éradiquer ces trucs. Et finalement, ils sont arrivés à un moment où ils ont dit, bon, écoutez, on va regarder du côté de la population s'ils ont une solution pour nous aider. Parce qu'ils perdaient 40% de la production. Wow. Donc quand ils ont rencontré la population, ils ont dit, maintenant, vous venez nous voir. Ok, très bien. Est-ce que vous savez pourquoi le canard est dans l'eau? Donc ils ont dit non. Bon, maintenant, procédez à l'élevage des canards et tous les matins, vous mettez les canards dans l'eau. Il se trouve que le canard se nourrit exclusivement de ces insectes. Donc ils ont développé l'élevage de canards et la journée ils mettent les canards dans l'eau et les canards cherchaient les insectes bouffés. Ce qui a produit une énorme augmentation de la quantité de production. Et voilà, donc du coup ils ont créé un nouvel emploi, je veux dire, donc des opportunités. Donc ce schéma pour vous dire que la RSE c'est un travail d'ensemble. Donc, il y a des répercussions d'une façon ou d'une autre et ça permet d'augmenter la productivité. Absolument, absolument. Nous allons bien sûr en parler. Oui. Vous avez aussi d'autres structures, à savoir CEFACA, oui. Qui est un cabinet de formation, d'audit, de courtage, d'assurance. Oui. Pouvez-vous nous en parler brièvement? Bon, le cabinet CEFACA, c'est d'abord mon premier cabinet de courtage, d'assurance, d'audit et de formation. Et c'est par la suite que j'ai vu qu'il y a tellement de jeunes qui chôment. Bon, l'idée m'est venue de créer un regroupement qu'on appelle CAPRIV, qui s'occupe de la sécurité routière au regard des compétences, des informations que j'ai par rapport au taux de sinistralité, à l'indemnisation des sinistres et au manque de structures efficaces dans le pays en ce moment pour éradiquer le fléau. Donc j'ai créé une association que j'ai laissée à la disposition des jeunes en leur donnant tous les outils. Donc du coup, j'ai commencé les formations en matière d'assurance, en matière de sécurité routière. Et j'ai rencontré le ministre Jan Simega à son temps pour lui dire, bon, pour inciter les jeunes à prendre le permis, il faut d'abord enlever les frais qui sont énormément élevés, donc se limiter seulement à l'aspect technique, donc les frais de papier. Et c'est ce qui a fait que Jan Simega a accepté. Donc on est rentré dans les universités, on a fait les formations et les gens se sont arrangé pour aller chercher le permis qui coûtait à 7 000 francs au lieu de 30 000. Donc une réduction de prix. Une réduction de prix et les gens sont venus à ça. Donc du coup, j'ai fait des formations, j'ai laissé les modules de formation à la Jeune Chambre internationale, aux jeunes de mon quartier et du coup j'ai créé un boulot pour les jeunes et moi-même je me suis retiré un peu. Donc je me suis mis un peu en retrait pour les laisser. Mais l'ONG continue à faire. Ça continue jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Entre la sécurité et la RSE, il n'y a qu'un pas. La responsabilité sociale ou sociétale des entreprises n'est pas un concept nouveau. Malgré quelques avancées, elle a du mal à pleinement se déployer dans le pays. Suivez ce grand angle. La RSE, responsabilité sociétale des entreprises, est la prise en compte volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales dans le cadre de leur activité commerciale et de leurs relations avec leurs partenaires commerciaux. Au Mali et dans bon nombre de pays du continent, la politique RSE est à l'étape embryonnaire. Au Mali aujourd'hui, l'idée a germé il y a fort longtemps, mais pour dire que on sent réellement la RSE, c'est vraiment très récent. Pour moi, la RSE aujourd'hui a de la peine à décoller parce qu'il y a un problème de sensibilisation, d'information et de formation. La plupart des entreprises n'ont aucune idée de ce que veut dire le sigle même RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Encore moins, comment mettre en pratique au sein de leurs entreprises, surtout quelle est l'opportunité qu'ils ont de faire de la RSE et en faisant de la croissance soutenue. Croissance soutenue, je veux dire croissance durable. Au Mali, la RSE avance timidement. Donc aujourd'hui, il n'y a que les multinationales, de façon générale, je peux le dire, qui ont cette connaissance de la RSE.
D'après les spécialistes, la responsabilité sociétale des entreprises implique pour les sociétés d'aller au-delà des motivations purement économiques et financières pour intégrer une dimension éthique dans leur stratégie et leur prise de décision. La RSE est régie, on peut le dire comme ça, par un document, une norme qu'on appelle la norme ISO 26000, donc qui est relative, qui présente les lignes directrices, c'est-à-dire qui montre aux entreprises comment déployer la RSE en son sein. Et dans cette norme ISO 26000, on parle de pas mal de choses. On parle de parties prenantes, on parle de l'identification de ces parties prenantes, l'échange avec ces parties prenantes et la prise en compte des attentes de ces parties prenantes. Si je prends l'exemple de l'Union européenne, aujourd'hui, même les entreprises de l'Union européenne qui veulent travailler avec les entreprises maliennes, par exemple, sont obligées de faire en sorte que les entreprises maliennes répondent aux normes de l'Union européenne. Je parle de normes extra-financières. Parce que quand on parle de la RSE, on parle de reporting extra-financier. Le développement de la RSE dans le pays est freiné par le contexte social, économique et réglementaire avec la non-application effective des textes. Le cadre légal et réglementaire, je peux dire qu'à cette date, il y en a quelques-uns, mais la pratique est tout autre chose, la mise en œuvre est tout autre chose. Nous avons des textes comme, tout le monde le sait, le Code du travail, nous avons des textes comme le Code minier, nous avons des textes comme la loi sur l'environnement, nous avons des textes internationaux d'ailleurs comme tous les accords que le Mali a signés pour l'environnement et le développement durable. Nous avons notre CDN, c'est la contribution déterminée sur le plan national, qui englobe tout ça, qui donne la trajectoire que le Mali veut se donner pour résoudre les questions de durabilité dans un avenir déterminé. Parce que la RSE aussi, c'est l'application des lois et des règlements. Mais comment appliquer les lois et les règlements si on n'en a pas connaissance pour favoriser tout ça? Donc, c'est la méconnaissance et l'application des textes. Conscientes que leurs activités professionnelles ont des répercussions sur l'écosystème et dans un souci de bonne gouvernance et de développement durable, certaines entreprises locales ont intégré des actions environnementales en leur sein en procédant notamment au recyclage et en utilisant les énergies renouvelables telles que le solaire. D'autres ont opté pour les fondations afin d'œuvrer au quotidien. C'est le cas du groupe hôtelier Azalaï qui, à travers sa fondation, mène régulièrement des actions sociales et humanitaires. La Fondation Azalaï nous a soutenus à travers notre projet Opération Tabaski qui s'inscrit dans sa politique humanitaire. La Fondation Azalaï aussi nous a appuyés dans le cadre de notre projet Mois de la Solidarité 2023 en nous octroyant 1,36 million francs CFA pour le projet Mois de la Solidarité en faveur des personnes déplacées internes, les réfugiés burkinabés résidant à Bamako dans les camps de Faladja. Cette réalisation, ça a changé beaucoup de choses pour nous. Parce qu'en ce moment, ça a trouvé que les enfants souffrent, les femmes souffrent, les vieux souffrent. Dans le but de vulgariser la responsabilité sociétale des entreprises, de nombreuses initiatives sont en cours. Le CICF travaille depuis fort longtemps pour la promotion de la RSE. Nous avons été les premiers à organiser les cafés RSE au Mali. Depuis 2017, on faisait les cafés, on invitait les entreprises, on invitait tous ceux qui sont actifs à participer au café. On a parlé de beaucoup de thèmes, de l'introduction de la RSE, à la production plus propre, à l'impact sur l'environnement des entreprises, à comment mailler la RSE avec le management pour que ça soit vraiment, et l'entreprise soit compétitive. On a fait beaucoup de cafés RSE. On a proposé aussi aux entreprises d'aller les voir pour faire quelques heures de formation gratuite. Donc grâce à certaines initiatives qui se font depuis 2021, dont la conférence internationale sur la RSE dont je suis le promoteur, où chaque année on essaie de rassembler tous les acteurs concernés par la RSE afin de permettre sa vulgarisation dans le sens le plus large. À en croire les experts, les entreprises locales gagneraient à adopter une véritable politique RSE afin de réduire l'impact environnemental de leur activité, tout en améliorant l'image de la marque
et la performance de leur entreprise à long terme. Monsieur Diabaté, tout à l'heure, quelqu'un disait dans le reportage que l'on vient de voir que certaines entreprises, certains chefs d'entreprise ne connaissent même pas la signification du sigle RSE. Vous confirmez? Avant de confirmer, je fais un rectificatif. Dans le reportage, vous avez vu que, par exemple, le groupe Azalaï a fait don. Le monsieur en a parlé. Ça, c'est la philanthropie. La RSE, il n'y a pas de personne qui le fait. On le fait ensemble. L'exemple que je vous ai donné sur la culture du riz, tu ne verras plus jamais le nom de quelqu'un. Cela soit dit. Parce qu'il y a la philanthropie, il y a le mécénat, il y a la RSE. Donc il y a une distinction à avoir entre les dons et bien sûr la RSE. On soutient une activité, un groupe, c'est très bien. C'est un élément de la RSE. Mais la RSE est beaucoup plus vaste que ça. Et la RSE n'a pas de connotation. Je ne peux pas me targuer la poitrine pour dire la RSE c'est pour moi. C'est moi qui ai lancé la RSE, etc. Non, la RSE c'est pour tout le monde. Ça c'est sûr. Maintenant, la question fondamentale, vous pouvez reprendre la question. Justement, avant de poser la question, je rappelle simplement à nos téléspectateurs qu'on a un des responsables de la Fondation Azalaï qui aura l'occasion de répondre. Voilà. Monsieur Diabaté, mais pour revenir, pour nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement et qui ne connaissent pas forcément ce que c'est la RSE, vous leur dites quoi en français facile? En français facile, la RSE c'est 3 choses. Il y a l'environnement, il y a le social et il y a l'économie. Autrement dit, toute entreprise, et là on entend par entreprise, si toi et moi on se met d'accord pour fabriquer ce bic, on devient entreprise. Donc elle est à une dimension vraiment plus grande. Donc toute entreprise qui veut opérer sur un territoire, c'est très bien. Mais il faut faire attention à 3 choses. Il faut faire attention à l'environnement, il faut faire attention à l'économie, il faut faire attention au social. Et l'exemple que je vous ai donné, vous voyez dans cet exemple que rien n'est impacté dans cet exemple. Tout est pris en compte. Il y a création de nouveaux emplois, il y a etc., etc. Donc c'est ça la RSE, l'environnement, l'économie et le social. En résumé, en français simple, c'est ça la RSE. Alors j'ai donc le plaisir de recevoir 2 autres invités. Tout d'abord, Adama Kamara, vous êtes manager de projet à la Fondation Azalaï. Je rappelle également que nous avons comme 3e et dernier invité Youssouf Angoïba. Vous êtes expert en ingénierie de développement local. Bonsoir messieurs et bienvenue. Je vais commencer par vous, monsieur Kamara. Je vais vous donner la parole. Peut-être déjà... êtes-vous d'accord avec ce que M. Diabaté vient de dire? Il y a une différence à faire entre certaines actions philanthropiques, donc des dons, et la RSE? Bon, je ne dirais pas que je suis d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que lui-même, il vient de le souligner. Il dit que pour le concept RSE, il faut prendre en compte 3 volets, c'est-à-dire l'environnement, l'économie et le social. Donc le social, c'est la partie où notre fondation est intégrée. Donc ça peut se débattre et nous allons y revenir aussi. J'ai donc le plaisir, je le disais, de recevoir également M. Angoïba. Je l'ai dit, vous êtes expert en ingénierie de développement local. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ingénierie de développement local? De façon concrète, quel est votre rôle? Quel est le rôle d'un expert en ingénierie de développement local? Merci pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur cette table que je trouve vraiment intéressant. Et je remercie aussi les téléspectateurs qui nous suivent. Un expert en développement local, c'est quelqu'un qui parvient à identifier les potentialités d'un territoire pour leur monnaisation. Donc l'ensemble des potentialités que l'on peut trouver sur un territoire et les monnaie. Donc par exemple, la ressource humaine est là, le sol est là, le sous-sol est là, les terres sont là, les opportunités, les étrangers, même les personnes qui viennent avec de nouvelles idées. Comment est-ce qu'on peut monnayiser ces idées afin de permettre aux gens d'avoir de la valeur ajoutée, d'absorber le chômage et de créer de la résilience. Parce qu'aujourd'hui, le problème auquel nos pays sont confrontés, c'est le départ des jeunes vers l'extérieur. Comment les retenir? Comment créer l'emploi? Quelles sont les opportunités qu'on peut leur donner? Le territoire sur lequel se trouve, quels sont les potentiels? Parce qu'on peut être sur un territoire, ne pas connaître les potentiels, c'est qui ils sont. C'est ça le travail d'un ingénieur, un expert de développement local. Je rappelle que vous avez travaillé avec certains groupes miniers pendant plus de 2 décennies. Environ 2 décennies.
C'est ça. Donc vous aurez l'occasion de partager avec nos téléspectateurs votre expérience. Mais avant, messieurs, je vous invite à découvrir cette première infographie de cette émission qui va nous permettre de parler des 3 principaux domaines de la RSE. Messieurs, vous allez vous montrer vraiment pédagogique vis-à-vis de nos téléspectateurs. Donc quand on parle des 3 principaux domaines de la RSE, vous l'avez dit, monsieur Diabaté, il y a le pilier social, il y a le pilier économique et il y a bien sûr le pilier environnemental. Monsieur Diabaté, quel est le rôle exact de ces piliers-là? Quand on prend par exemple le pilier social. Le pilier social, on est dans un territoire, il a dit tantôt, on est dans un territoire avec des opportunités, des avantages, etc. Donc le territoire, comment le rentabiliser, comment mettre les gens à l'aise, comment créer de l'emploi, etc. Donc le pilier social s'intéresse beaucoup plus à ce que, par exemple, le groupe Azalaï fait, rapprocher les personnes les plus démunies, les apporter assistance. Ça va dans le cadre du volet social beaucoup plus, et il l'a dit. Et là, c'est un peu le volet social. Ce qu'on peut dire sur le volet social, c'est ça, comment faire revenir tout le monde et les insérer dans le tissu économique du pays. Et le volet économique, là c'est un peu ce que vous faisiez lorsque vous étiez encore au niveau de la mine. La dimension sociale, la dimension économique et le pilier de l'environnement, le tout est organisé dans un environnement qu'on appelle l'environnement. Et cet environnement englobe tout. Il y a l'air, l'atmosphère, il y a les eaux, il y a les hommes, il y a les animaux, il y a tout ce qui est écosystème, et tout cela rentre dans un cadre. Comment harmoniser la vie sur le plan économique et social dans cet environnement? C'est ça, c'est ce qui est pris en compte par la responsabilité sociétale des entreprises. Monsieur Camara, au niveau de la fondation, j'imagine que vous prenez en compte ces différents aspects, que ce soit sur le pilier social, économique et bien sûr environnemental. Bon, c'est pas au sein de la fondation directement, mais plus sur le plan du groupe. Parce que le mécanisme de la RSE se déploie depuis le groupe. Donc c'est après que la fondation est juste un élément de la RSE, comme vous le savez. Donc sur le plan économique, comme vous le savez, le groupe Azalaï contribue à créer des milliers d'emplois directs et indirects. Maintenant sur le plan social, donc, nous avons notre fondation. Ensuite sur le plan environnemental, le groupe a sa stratégie environnementale qui vise à réduire ses effets néfastes sur l'écosystème. Donc comme vous l'avez si bien vu, nous on a notre projet de solaire qui vise à réduire de 20% de la consommation totale du groupe et en énergie par le solaire. Donc aujourd'hui, au niveau de vos hôtels, vous avez opté pour le soleil. Je sais qu'à Bamako, en tout cas, on peut le voir depuis un certain temps, il y a des panneaux solaires. Ce n'est pas à cause du déficit en énergie qu'on observe actuellement, c'est bien, non, c'est vraiment à cause de cette envie d'impacter positivement l'environnement. Oui, en fait, c'est une stratégie de réduction de carbone. Donc du coup, à travers le projet solaire, donc, le groupe a décidé de mettre dans toutes ces unités hôtelières plutôt, et des panneaux, des installations solaires qui vont prendre en charge au minimum 24% de la consommation d'énergie. De la consommation totale d'énergie des hôtels. D'accord. Alors messieurs, nous allons poursuivre en regardant cette autre donnée qui va nous permettre de parler des normes internationales applicables à toutes les organisations. On parle de ISO 26000, on parle de ISO 141, on parle de ISO 20400, on parle de ISO 37001. Messieurs, c'est vous les spécialistes. Je sais que ISO 26000 regroupe un peu toutes les autres normes. Monsieur Diabaté. ISO 26000 donne tout ce qu'il faut par rapport à la responsabilité sociétale des organisations. Alors quand on dit tout ce qu'il faut, on veut dire quoi concrètement? C'est la norme qui traite de la question de responsabilité sociétale. Quand on parle de ISO 26000, donc c'est vraiment une norme. D'abord, les normes c'est quoi? Il y a plus de 20 000 normes dans le monde. Toutes les activités sont reliées à une norme. Bon, c'est comme si on veut fabriquer un brique, il faut se mettre en tête que bon, ça va faire, la longueur va faire 5 mètres, la largeur va faire 2 cm, etc. Donc ces dimensionnements, on appelle ça la norme. Donc il y a plus de 20 000 normes dans le monde et chaque activité a une norme. Maintenant, la responsabilité sociétale, la norme dédiée à la responsabilité sociétale, c'est ce qu'on appelle la norme ISO 26000. ISO, c'est une organisation internationale où il y a 183 pays dont je suis membre.
de 4 comités d'experts ISO, environnement, certification, normalisation, et voilà. Donc ISO c'est ça, tous les pays presque du monde, à 90% font partie de ISO. Mais il faut mériter ces normes, il faut avoir... oui, les normes, c'est les pays déterminent leurs différentes possibilités de création de normes. Par exemple, le Mali va dire, pour fabriquer ce bic, il faut ajouter 20% d'encre, il faut ajouter 20% de coton, un exemple. L'Algérie va dire, il faut ça, il faut ça. Maintenant, toutes ces idées vont être envoyées à la commission internationale ISO. Et maintenant, en fonction de la nature de l'activité, donc ISO oriente vers les comités. Donc en ce moment, nous, on prend ces orientations et on fait la synthèse. Donc on sort un certain nombre de piliers pour la norme. Maintenant, on diffuse ça aux gens pour qu'ils comprennent avant la réunion, l'Assemblée générale. Et c'est l'Assemblée générale qui décide. Donc toute activité humaine a une norme. Et c'est comme ça. Donc la norme ISO 26000 traite exactement de la question relative à la responsabilité sociétale des organisations. ISO, c'est un ensemble de critères dégagés qu'on est tenu de respecter par rapport à la tenue d'une activité. Par exemple, quand vous menez une activité, si réellement elle est certifiée, donc vous devez respecter les normes, les exigences, on va dire, les exigences que se pose, n'est-ce pas, cette activité. Mais si vous êtes certifié et que vous ne respectez pas, au terme d'un audit, on peut vous retirer votre certification. Ça veut dire que vous ne devez pas pratiquer cette activité-là. C'est ça l'importance. C'est sur ça, généralement, que le grand comité siège pour voir qu'est-ce qu'il y a. Parce que souvent, il y a des missions qui sont effectuées dans des pays, dans des organisations, dans des structures, dans des multinationales pour suivre un peu comment est-ce que ça se déroule, est-ce que l'environnement est respecté, est-ce que le social est respecté, est-ce que les droits de l'homme sont respectés, est-ce que la tenue du contrôle des eaux sont respectées, les eaux souterraines, les eaux de surface, les eaux, etc. Voilà un peu ce que ISO veut dire. C'est des normes qui ont des exigences à respecter. Mais une fois que vous ne respectez pas au terme d'un contrôle, on peut vous retirer votre certification. Donc vous êtes obligé maintenant de vous mettre à jour pour demander un autre audit pour rentrer un peu dans le lot de ceux qui sont certifiés. Monsieur Camara, pourquoi une fondation? Je sais qu'il y a d'autres qui mettent simplement une structure RSE en place sans pour autant se projeter sur une fondation. Pourquoi vous, au sein du groupe, vous avez opté pour une fondation? Bon, si on prend les 7 questions relatives au déploiement de la RSE, donc la 7e question qui traite l'ancrage territorial, c'est-à-dire les relations avec les communautés. Donc beaucoup de personnes soit passent par un service mécénat, soit passent par un service qu'on appelle le service de la communication qui gère les actions avec la communauté. Donc le groupe Azalaï a décidé depuis 2015 de mettre en place une fondation. Pour avoir plus d'impact, j'imagine? Voilà, plus d'impact social avec les populations qui sont vulnérables, qui ont besoin d'assistance sur le plan financier, logistique, matériel. Donc c'est pour cela que la fondation Azalaï existe. Et donc c'est pour rendre le monde plus meilleur en fait. Excusez-moi, moi je pense que quand on parle de fondation, on parle d'humanitaire, on parle de social. Quand on parle de responsabilité sociétale d'entreprise, on parle d'une redevabilité. Donc on ne peut pas combiner les deux, ce que vous voulez dire? Ou bien on peut, ça ne peut pas, il ne peut pas y avoir... Je vais mettre responsabilité. Le tout, c'est un élément, mais voilà. La fondation n'est pas forcément la RSE. D'accord. La responsabilité sociétale d'entreprise est un domaine un peu, quand vous voyez le concept, par exemple, je dis, c'est la contribution des entreprises aux enjeux d'un développement durable. Il n'y a pas une définition standard à la matière, mais je peux dire aussi que c'est la réponse aux impacts causés par une entreprise dans un territoire donné, au niveau local, régional, national. Vous voyez un peu? Donc, il y a une certaine redevabilité. L'entreprise se dit, bon, écoutez, j'ai fait des impacts au niveau de telle localité, en correctif de ce qui se fait, voilà ce que je vais apporter pour amener ces hommes à vivre de façon décente par rapport à l'impact. Je prends un exemple. Les mines n'ont jamais appelé du monde. Mais quand on crée une mine, le monde vient. Quand ce monde vient, il trouve des autochtones qui sont paisiblement là. Donc, il y a déjà un tissu social qui est agressé. Il y a de nouvelles habitudes qui se passent. Il y a un surnombre qui est là. Il y a la cherté de vie qui est là.
Donc, comment est-ce qu'on peut jouer sur l'ensemble de cela? Donc, la société te dit, bon voilà, je ne les ai pas appelés, mais c'est moi qui suis à la base de ce truc-là. Je vois l'ensemble des parties prenantes, comment est-ce qu'on peut mettre dans un environnement sain ces hommes-là et que chacun joue sa partition sur le plan social, économique et environnemental. Vous voyez un peu? Donc, quand vous prenez les fondations, généralement, les fondations mobilisent de l'argent, ils font des actions ponctuelles, ça fait partie intégrante de la chose, mais en réalité, il y a une différence. Pour moi, il y a une différence entre la RSE et cela. Monsieur Camara? Bon, là, moi, je ne suis pas d'accord avec M. Ngoïba, parce que la Fondation Azala est une fondation de groupe. Donc, elle est liée directement au groupe. Donc, comme vous pouvez le savoir, la RSE, c'est un ensemble. Ça traite l'environnement, ça traite le social et ça traite l'économie. Donc, le groupe Azalaï se veut de traiter toutes ces questions. Si on prend la gouvernance, elle traite des aspects dedans. Si on prend les droits de l'homme, elle respecte les droits. Si on prend l'environnement, vous avez si bien vu dans les reportages que nous travaillons sur ça et nous avons plusieurs autres politiques sur ça. Des politiques sur le recyclage des déchets, des politiques sur comment transformer les déchets solides, etc. Ensuite, nous avons tout ce qui est protection du consommateur. Nous veillons à ce que nos consommateurs soient bien traités. Et ensuite, maintenant, nous avons mis en place une fondation qui va traiter les aspects avec la société. Donc c'est pour cela, nous, chaque année, nos unités hôtelières et nos différentes sociétés au sein du groupe contribuent dans la fondation pour faire de l'impact social à travers le domaine comme l'insertion sociale, à travers l'aide humanitaire. Parce qu'on ne fait pas que l'aide humanitaire, ce que vous avez vu avec l'ONG Akamali, c'est pas ça seulement. On fait de l'entrepreneuriat, c'est notre cœur de métier. On travaille dans ça, on accompagne les jeunes, on accompagne les entreprises. Et ensuite, on travaille aussi au sein de la fondation sur des projets en lien avec l'environnement. Donc là, en fait, la fondation, la RSE, c'est un aspect de la fondation. Voilà, c'est une fondation du groupe. C'est une fondation du groupe. C'est pas une fondation de M. Bali. C'est une fondation du groupe. J'insiste dessus. La précision a été faite. On peut le dire. Il y a même une société de communication qui a une fondation également, qui fait dans la RSE également et d'autres activités. Donc, c'est toujours bien pour la population. Monsieur, je vous invite à regarder cette autre donnée sur les pertes économiques des entreprises liées au changement climatique en 2022. On parle de 6,3% du PIB mondial, soit 1,8% du chiffre d'affaires mondial qui a été donc perdu à cause des effets du changement climatique. Les entreprises ont de l'impact sur l'environnement, mais on a comme l'impression, M. Ngoïba, que c'est un effet domino parce que les entreprises aussi subissent l'impact des changements climatiques, donc perdent aussi du chiffre d'affaires. Je ne vais pas beaucoup m'aventurer sur ça parce que ce n'est pas beaucoup mon domaine, mais je sais quand même que le changement climatique joue souvent très négativement sur les entreprises. Je prends le cas de cette année par exemple, avec les pluies diluviennes. J'ai appris qu'il y a eu 200 et quelques millimètres qui sont abattus sur une région que je connais très bien. Avec 200 et quelques millimètres, c'est des dangers énormes. C'est non seulement le blocage des travailleurs, c'est l'arrêt des choses et tout cela. Et 1 jour, 2 jours de non-production au niveau d'une compagnie qui a une capacité importante de traitement, ça joue beaucoup. Donc le rattrapage demande beaucoup d'efforts et ça peut jouer. Alors que c'est des structures qui ont des engagements au niveau national et international. National avec l'État, international avec les... je n'aime pas parler des financeurs de ces grandes multinationales. Je n'aime pas le mot bailleur de fonds. Le changement climatique, moi je le dis, aujourd'hui il faut chercher la cause. La cause, c'est la destruction de la nature par l'homme. C'est l'homme qui agit sur la nature. L'homme agissant sur la nature, COP21, c'était en France. J'ai été pour défendre le droit des minorités. Je crois que c'était 2015. 2015. Voilà, c'est ça en France. J'ai été invité pour aller défendre le droit des minorités qui se trouvent dans la forêt brésilienne. C'est les sociétés qui viennent déranger ces populations pour créer leur antenne, leur société. Et je fais un petit speech pour dire la responsabilité sociétale, l'idée même a traumatisé les gens et a commencé à vivre chez les gens à partir de l'existence des sociétés minières. Je ne les accuse pas parce que c'est des commerçants.
Et il se trouve que les sociétés minières sont installées très loin des capitales régionales. Donc ils sont en face d'une population, on peut dire analphabète. Maintenant, si tu demandes à cette population de faire face à la société minière, des gens qui ont fait 30 à 40 ans dans le management, dans tout, c'est pas facile. Donc l'État ne pouvant pas être là-bas, l'État a mis des structures, a essayé de trouver des solutions pour qu'au moins ces sociétés puissent être à l'aise. Donc ça, c'est un élément qui a favorisé l'émergence de la responsabilité sociétale. Monsieur, justement, vous l'avez dit, l'Afrique n'est peut-être pas le continent le plus pollueur du monde, mais on va voir cette donnée. On parle des pertes annuelles moyennes du PIB en 2021. Les plus gros impacts sont de 14,1% pour les pays d'Asie du Sud-Est. Vous en parliez tout à l'heure, monsieur Diabaté. On parle de 11,2% pour les pays d'Afrique australe, 8,3% pour les pays les moins avancés. Et quand on dit les pays les moins avancés, on fait allusion à nos autres pays. C'est l'impact des changements climatiques sur l'environnement, sur les populations. Ça, c'est les chiffres, mais la réalité, c'est tout autre chose. Et aujourd'hui, les conséquences de la crise écologique qu'on est en train de vivre aujourd'hui, il faut voir les causes. Ça, c'est extrêmement important. Et ça fait partie de la responsabilité sociétale des organisations. Qu'est-ce que nous faisons quel est notre impact sur notre environnement? Tout ça, c'est les conséquences du changement climatique. Je me rappelle en 2015, quand on a commencé COP21, les Américains avaient déclaré donner 15 milliards pour leur contribution. La signature du protocole d'accord a été retardée parce que le président des Américains ne peut pas engager l'État américain dans la signature d'un financement. Je crois que c'était Barack Obama qui était président à l'époque. Mais aujourd'hui, les Américains n'ont pas donné 2 milliards. On est en 2024. La décision a été prise en 2015. On est en 2024. Les Américains n'ont pas donné 2 milliards. C'est-à-dire, moi, je veux dire simplement qu'il est temps que nous, Africains, nous prenions nos choses en main. On fait des tapages, des annonces publicitaires, communicationnel, de marketing pour se faire valoir. Mais en réalité, on ne fait rien. Mais pourtant, ce sont eux qui sont à la base. Alors, en parlant de ceux qui font quelque chose, je vous donne la parole à Adama Camara. Vous l'avez dit tout à l'heure, pour réduire votre impact, l'empreinte en carbone, vous étiez obligé, enfin, je ne sais pas si vous étiez obligé, en tout cas, vous avez opté pour l'énergie solaire. C'est aujourd'hui, c'est effectif dans l'ensemble du groupe, ou bien vous allez étape par étape? C'est étape par étape. Donc, Bamako, c'est opérationnel. Donc il y a Ouaga, le projet de Ouaga qui est en cours, il y a le projet de Dakar qui est en cours, et les autres vont être mis en place dans les années à venir. Aujourd'hui, en termes d'impact, ça donne quoi en termes d'énergie? Vous parliez de 24... Par exemple, sur 100% de l'énergie que nous consommons au sein d'Azala Hotel Bamako, donc au moins 24% doivent être sur le solaire. Au moins, ça peut dépasser, mais c'est minimum 24%. C'est ça l'exigence de ce projet en fait. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas une idée de combien déjà a été fait? Non, 24 c'est déjà effectif. C'est effectif, c'est opérationnel. Donc l'idée, j'imagine, c'est d'augmenter. C'est d'augmenter. Je vais essayer de répondre par rapport à l'intervention de M. Diabaté, par rapport aux sociétés minières. Quand les sociétés minières viennent, généralement, elles préparent le terrain. Elles préparent les hommes, elles préparent tout ce qu'il y a à abriter, à accueillir tout ce changement qui vient. Ça faisait partie de mes missions. Je pense que c'est pour qu'il n'y ait pas de surprise. Donc, par rapport à cela, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais on a vu, pardon de vous couper, de vous interrompre, on a vu des sociétés minières qui voulaient s'installer et qui ont eu du mal, justement parce que les populations étaient réticentes, en tout cas au début, et il a fallu que des personnes avec la casquette que vous avez, celle de facilitateur, il a fallu que ces personnes-là viennent, entre guillemets, négocier avec les populations. Bon, en réalité, vous savez, dans tout ça là, chaque partie prenante doit jouer sa partition. Quand on situe les rôles et les responsabilités, quand l'État donne un permis, l'État se doit donner le devoir de préparer l'accueil de ces structures-là pour les installer. Mais généralement, cela n'empêche pas à ce que la société développe sa propre politique, n'est-ce pas, d'insertion
de mise en place d'un climat apaisé et pour qu'elle puisse produire vraiment dans la sérénité. D'où le contenu local, le concept de contenu local qui est en train de voir le jour, qui est en train de... Même là, on parle de l'application qui reste encore... L'application est là. Vous savez, le concept, en fait, il est nouveau pour les gens. Mais pour nous, c'est quelque chose qui a existé depuis longtemps. Peut-être sous une autre appellation ou une autre forme, c'est le développement local. Le développement local, c'est tout simplement le développement de l'ensemble des parties prenantes. C'est-à-dire dans la chaîne de valeur, il faut que chacun joue sa partition, que chacun gagne ce qu'elle doit gagner. Par exemple, je prends un exemple. En me présentant mes excuses à la société où j'ai travaillé, à la mine de Loulo, le premier directeur d'une société minière au Mali, ça a commencé avec Loulo. Le management, tout le management malien, c'est avec Loulo. Wongoto. Vous voyez un peu. Maintenant, les sociétés qu'on a pu identifier avec un peu de potentiel, c'est des sociétés qui ont été accompagnées et qui ont été formées, assistées, financées pour qu'elles puissent répondre aux exigences des mines. Je vais nommer par exemple certaines sociétés comme la SFTP qui est à Koriga aujourd'hui, qui est internationale, EGTF qui est internationale, Etassi qui est aujourd'hui international, ils interviennent dans beaucoup de pays. C'est des structures, dès le début, nous on l'avait avant, on ne parlait pas de ce concept-là. Vous voyez un peu. Et nous avons également réuni les jeunes de la communauté, les organiser en GIE, pour qu'ils puissent créer de la valeur ajoutée et puis les insérer dans leur propre société, changer leur habitat, changer leurs habitudes pour pouvoir vraiment se développer. Tout ceci est perceptible. Quand on rentre dans les autres domaines comme l'éducation, la santé, l'eau potable, le développement économique, etc., là, tout ça là, c'est des choses qui ont contribué, n'est-ce pas, à jouer une grande partition par rapport à notre responsabilité sociale d'entreprise dans ces trucs-là. Mais qu'à cela ne tienne, je voulais abonder dans le sens du changement climatique. Et vous savez, les centrales nucléaires ne sont pas généralement chez nous. C'est vrai. Les grandes entreprises de production ne sont pas nous. Les essais nucléaires qui se font à l'insu de l'Afrique et généralement se fait dans les ciels sous l'Afrique, ce n'est pas nous. Tout ceci contribue à cela. En plus de la déforestation. Quand on fait la déforestation, généralement, je prends le cas par exemple de l'aéroport Charles de Gaulle. Quand vous voyez tout ce que vous avez comme bois, comme support, ça vient d'où? C'est du Gabon. Vous voyez un peu? Donc c'est pour rentrer, et puis cette dégradation-là, c'est ce qui est en train également d'amener, n'est-ce pas, les calottes glaciaires à fondre et à inonder certaines zones et à créer ce que l'homme n'a pas connu par le passé et de plus en plus. Mais c'est l'Afrique qui est toujours l'accusée parce qu'on dit que nous sommes pauvres, nous sommes ceci, cela. On ne doit pas accepter parce que nous sommes moins pollueurs par rapport à cela. Voilà un peu ce que je voulais dire. Qu'est-ce qui est fait en termes de RSE au Mali et que reste-t-il à faire? Nous en parlerons dans une poignée de secondes. À tout à l'heure. Bonsoir et merci de suivre cette seconde partie de Entreprendre. Je vous rappelle que le thème du jour est RSE, instrument de bonne gouvernance pour les entreprises. C'est une question à laquelle j'invite nos trois experts à y répondre tout au long de cette émission. Merci messieurs d'être restés sur le plateau. On va poursuivre en regardant cette dernière infographie de l'émission qui va nous permettre toujours de parler des pertes des pays à revenus faibles et intermédiaires. On parle de 12 400 milliards de francs CFA de pertes de la COP 92 à la COP 2022, c'est-à-dire de la première COP en 1992 en 2022. Les pays à revenus faibles intermédiaires dont le Mali fait partie, ces pays ont perdu 12 400 milliards. Ça, c'est sans compter les pays à revenus un peu plus élevés, Monsieur Diabaté. Comme je l'ai dit tantôt, la COP 21 est venue poser un problème général. Maintenant, aux hommes de trouver la solution. Il a dit tantôt que les sociétés nucléaires, les pays les plus grands pollueurs du monde, c'est les États-Unis, l'Inde et la Chine. Mais ils n'ont pas voulu se prononcer parce qu'ils savent que c'est eux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On rabat la question sur nous, l'Afrique. Donc, monsieur, pour reposer ma question autrement, est-ce qu'aujourd'hui, la RSE constitue une réponse, peut-être pas totale ou définitive, je vous donne la parole, monsieur Camara, tout à l'heure,
ces problèmes environnementaux, à ces difficultés liées à l'environnement, au climat. On l'a dit, on est en période hivernale où on voit des inondations, où on voit des pluies dans des endroits où il n'y en avait pas, où on voit le désert qui également avance d'année en année. Après, je vous donne la parole. La RSE peut être une solution. Et l'exemple simple, c'est chez moi, à Hamdallah Assi. La pluie a fait énormément de dégâts. Donc j'ai réuni la population de Hamdallah Assi. On a créé un comité de gestion environnementale. Et on est en train de prendre à bras le corps la gestion de Hamdallah Assi avec tous les hôtels, Radisson, Columbus, Millennium, le marché, la population. On a réuni tout le monde. Donc la RSE peut être un atout pour résoudre. Le Mali peut régler tous les problèmes du monde qu'il a. Le Mali peut régler tout. La question, on n'a pas de ressources humaines. Un, de deux, il faut institutionnaliser la responsabilité sociétale. Tant que ce n'est pas dans la tête du citoyen malien, que c'est ensemble qu'on peut gérer, on n'ira pas loin. Et aujourd'hui, j'ai toute l'impression que l'administration pratiquement fait les textes pour en faire une arme de guerre contre la population civile. C'est l'impression que vous avez? C'est l'impression que j'ai. Pourquoi? Pourquoi vous avez cette impression? Chaque fois que tu poses un problème, on dit il y a un texte. On te sort le texte et toi, tu n'as jamais pris connaissance du texte. La faute à qui? La faute à qui? Qui donne le qui? C'est-à-dire que c'est l'État qui fait le texte. La manière de communiquer de l'État, elle est très obsolète. Et c'est aujourd'hui, on est dans une population à 70% qui n'est pas allée à l'école ou en prenant les déflatés, 60-80%. Mais quand vous faites les textes, il faut que ces textes soient donnés, l'information soit donnée à toute la population et dans toutes les langues et sur toutes les phases. Mais la communication fait un défaut. Il y a la communication, il y a l'information. On donne seulement l'information. Mais tu vas demander à moi, Bendeka, qui n'est jamais allé à l'école, d'aller chercher au niveau du CNT un texte relatif à l'environnement. Mais c'est vendre le poisson dans l'eau. Il faut vulgariser les textes. Il faut vulgariser au maximum. Il faut vulgariser au maximum. Il y a 70% des textes qui sont pris par l'État, la population n'est pas au courant. Et maintenant, quand tu te lèves pour aller réclamer tes droits, on dit non, il y a un texte qui est là, on sort le texte, on le braque. Donc, je me dis, bon, vraiment, c'est compliqué. Monsieur Camara, vous vouliez réagir tout à l'heure à Oui. En fait, c'est justement pour votre question, à savoir si la RSE peut être une réponse aux difficultés, aux préoccupations liées à l'environnement. Et moi, je dirais oui. Pourquoi? Parce que vous savez, pour moi, je définis toujours la RSE comme un accélérateur de développement. Parce que c'est la contribution des entreprises et aux enjeux liés au développement durable. Qui dit développement durable, qui dit environnement, qui dit développement durable, dit économie, qui dit développement durable, dit social. Donc, et l'une des objectifs aussi de la RSE, c'est de réduire les effets néfastes des entreprises sur l'environnement. Donc maintenant, s'il y a des problèmes liés à l'environnement, comme les inondations, etc., si les entreprises se lèvent demain pour vraiment pallier à ces solutions, ils peuvent le mettre sur leur reporting RSE ou peut-être sur les actions environnementales qu'ils ont eu à faire. Parce qu'il faut savoir que la RSE, c'est vraiment un domaine qui est vraiment complexe. Souvent, elle est volontaire. Souvent, elle est exigée par des bailleurs qui donnent de l'argent, comme l'Union européenne, la Banque mondiale, etc. Tout à l'heure, quelqu'un disait dans le reportage que pour travailler avec certaines structures de l'Union européenne, elles exigent, ces structures-là, que vous ayez, par exemple, une politique RSE au sein de votre entreprise. C'est comme ça qu'il faut fonctionner, peut-être pour inciter davantage. Je vous donne la parole, M. Il y a certaines entreprises qui l'exigent. Mais tu vois, au-delà de ça aussi, il y a l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, qui dit pour certaines entreprises, notamment les entreprises qui sont cotées en bourse, et il y en a beaucoup d'entreprises cotées en bourse qui sont au Mali, ils ont l'exigence de faire des reporting RSE, donc de travailler sur tous ces volets. Et aussi, il y a des entreprises qui vont prendre de l'épargne, de l'emprunt sur l'épargne publique. Donc eux aussi, ils ont l'obligation. L'OCDE les oblige. Tu vas voir l'OADA même, l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique, qui parle de certains types d'entreprises aussi. Et depuis 2018, il leur dit quoi? Cette organisation leur dit quoi? Elle leur dit que quand tu as une certaine taille, quand l'entreprise a une certaine taille, il est obligé de mener des actions RSE. Donc tout cela
est prise en compte. Mais souvent, les entreprises s'éparpillent. D'autres disent que non, je ne suis pas concerné, parce que les entreprises vraiment et qui font la référence au Mali se disent non, on n'est pas concerné. Ils sont concernés quand seulement, tu vas voir, Shell. Ça les touche. Quand ça les touche, par exemple, j'ai une clientèle, qui est pour la plupart issue de la classe moyenne et qui a souvent des difficultés liées à ce genre de problèmes, comme le problème environnemental et le problème, comment on appelle, et social, le problème économique. Donc, il va le faire parce que s'il ne le fait pas, son concurrent va résoudre cette solution et son client va aller chez l'autre. Donc, en fait, on comprend qu'il y a plusieurs façons d'appliquer la RSE. Il y a ceux qui le font de façon volontaire, vous l'avez dit, il y a ceux qui le font de façon involontaire. Mais est-ce que ça joue sur la qualité de la politique RSE mise en place, M. Ngoïba? Affirmatif. Affirmatif. La RSE est une opportunité aujourd'hui pour nos communautés, pour nos États et pour nos jeunes. Le respect de la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est la valorisation même de l'homme. Quand je dis l'homme grand H. Parce qu'il faut réellement voir, les ressources humaines posent problème aujourd'hui dans nos pays. Là. Le renforcement des capacités des ressources humaines, généralement, font partie des responsabilités des entreprises, comme il a dit. J'ai dit, par exemple, tout de suite, je venais de dire que la fondation en soi n'est pas la RSE. Mais quand il parle de l'ensemble de la politique de l'hôtel Azalaï, il y a la RSE. Je suis d'accord avec lui. En ce moment, il y a non seulement des formations qui sont organisées à l'intention du personnel pour augmenter leur background en termes d'intervention, et là, ils sont compétitifs même au niveau sous-régional, international. C'est ce que nous voulons. Parce que qu'est-ce que la politique de la RSE même cherche? Le domaine social, c'est pour valoriser l'homme dans sa dimension, dans ses capacités, dans son background. Comment? Pour qu'il puisse tirer des avantages et amener dans son pays. Vous voyez un peu, ça c'est le côté social, je vais le prendre sur le plan. Le côté économique, c'est tout ce qui est potentialité qu'on peut vraiment valoriser dans un pays. Et par ces mêmes ressources humaines. Et quand tu vois l'environnement, c'est les exigences du respect même de l'environnement par rapport à l'activité que vous menez. Quand vous ne les respectez pas, mais c'est la catastrophe. Je prends un exemple. Vous avez une société qui utilise des produits chimiques. Aucune norme ne les impose. Au Mali, les produits qui sont homologués au Mali sont connus, la liste est vulgarisée. Mais quelqu'un qui va au-delà de cette liste, qu'est-ce que la loi doit faire? De sanctionner. Bien sûr. Donc c'est pour vous dire que depuis au niveau des emprunts, comme il a fait allusion aux emprunts, parce qu'il y a des sociétés qui sont carrément cotées à la bourse. La bourse, au moment de l'emprunt, le financeur donne ses exigences. Par exemple, il y a le principe de l'Équateur, il a parlé de ces domaines, comme les exigences de la Banque mondiale et du SFI. C'est eux surtout qui financent ces gens-là. Donc quand ils disent, bon voilà, et chaque 3 ans, ils viennent voir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils respectent ce qu'ils ont dit. S'ils ne respectent pas directement, s'ils sont certifiés, on vient le contrôler pour les certifier. Ah, voilà, cette entreprise le fait. Mais dès lors que vous ne le faites pas. Donc c'est pour vous dire que, pour moi, et quand on prend aujourd'hui le nouveau code minier, comme il dit que je ne peux pas me débarrasser des mines, l'actuel code minier va à l'actif de ce que je viens de dire. Ça c'est nouveau, monsieur. C'est nouveau, oui. Non, dans le code minier, beaucoup de tractations. Dans le code minier, on parle de la valorisation des entreprises et des services. Il ne s'agit pas d'aller acheter et vendre. Il s'agit de mettre l'ingéniosité de l'entrepreneur ou de celui qui fait les services. On leur donne des opportunités pour faire venir non seulement des gens qui produisent de l'autre côté pour essayer de les installer dans le pays. C'est ce que nous voulons. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Vous jouez sur l'emploi, vous jouez sur le social, vous jouez l'emploi et le social, vous jouez sur l'économie parce que vous investissez et vous créez de la valeur ajoutée. Au lieu que le tout vienne d'ailleurs et que le tout retourne, une bonne partie va rester dans le pays et une partie va partir. C'est ça le partenariat gagnant-gagnant. Adama Kamara, je vous donne la parole juste après ce cas d'école que je vous invite à découvrir. Ce cas d'école revient sur quelques actions que la Fondation Azalaï a pu mener jusque-là. Merci.
Dans le cadre du déploiement de sa politique RSE, le groupe hôtelier panafricain Azalea a mis en place une fondation en 2015. Celle-ci mène de nombreuses actions sociales, éducatives, entrepreneuriales, sanitaires, environnementales et humanitaires. C'est dans ce cadre que l'école fondamentale Missirah II a été récemment réhabilitée et équipée par la fondation. C'est un geste salutaire et hautement apprécié par toute la population de la commune 2. Nous lançons un cri de cœur aux organisations de bienfaisance et personnes de bonne volonté. Avant sa réhabilitation, l'école fondamentale de Missirah II était dans un état de délabrement avancé. Les murs des salles de classe étaient délabrés, les tables de banc endommagées, les toilettes en piteux état, sans compter l'absence de cantine. Tout ceci n'est désormais qu'un lointain souvenir pour les élèves de cette école. Outre le secteur éducatif, la Fondation Azalea a mené d'autres actions. Pour la deuxième édition de notre programme de formation, le Mali Mode Academy, nous avons bénéficié d'un soutien financier de la Fondation Azalea. Ce financement était dédié à l'achat de machines nouvelle génération pour nos cours pratiques en coupe et en couture. 100 millions de francs CFA, c'est le montant qui a été investi par la Fondation Azalea dans des projets communautaires entre 2022 et 2024. Ce qui, à en croire le responsable, a permis d'impacter la vie de milliers de personnes dans les pays où l'on retrouve le groupe hôtelier, à savoir le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Bénin et la Guinée-Bissau. Adama Camara, on vient de voir quelques actions que vous avez pu mener, en tout cas récemment, à travers votre fondation Azalea. J'imagine qu'il y a d'autres actions. Déjà, est-ce que vous pouvez nous en parler et en profiter peut-être pour nous parler des perspectives que vous avez à ce niveau? Bon, il y a plusieurs autres actions qu'on déploie dans d'autres pays. Comme vous l'avez si bien entendu, on n'est pas qu'au Mali. On est dans d'autres pays, mais au Mali, nous essayons de mettre des actions vraiment qui font de l'impact, notamment dans le cadre de l'école. Donc du coup, l'école était vraiment dans un état vraiment déployable. Donc nous avons jugé nécessaire de commencer à réhabiliter des écoles. Donc du coup, c'était notre première école cette année. Donc du coup, beaucoup d'autres vont venir plus dans les années à venir et dans les autres pays aussi. Donc à part cela aussi, il y a d'autres projets. On travaille aussi avec des associations, on travaille avec les jeunes entrepreneurs. Et actuellement, on est partenaire du programme Mourage Corner, qui est un programme qui va former à peu près 109 entrepreneurs d'ici 4 ans, avec Donilab. Donc au-delà de ça aussi, nous avons plusieurs autres projets et dans le domaine de l'insertion sociale, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'aide humanitaire et dans le domaine de l'entrepreneuriat. Monsieur, une réaction par rapport à ce cas d'école? Ce que le groupe Azalea a fait est très bien. Mais aujourd'hui, Amar, il faut se rendre compte de l'évidence. La RSE doit être institutionnalisée au Mali. Il faut que tous les gens aient le concept de la RSE. Il n'y a que cela qui puisse nous sortir de l'ornière. Parce que tout ce que les Maliens veulent, on peut le faire. Dès l'instant qu'il y a une conversion vers la notion de RSE, on peut tout faire au Mali. Quand vous dites institutionnaliser, vous faites allusion à quoi? Il faudrait que l'État fasse, comme ça a été dit tout à l'heure, comme une obligation, comme le FMI et la Banque mondiale, par exemple, pour emprunter de l'argent. Il y a des obligations. Parmi ces obligations, avoir une bonne politique. Emprunter l'argent, laisser l'emprunt. Tout ce qu'on cherche à l'extérieur, on l'a à l'intérieur. Et le premier indice, c'est les ressources humaines. Aujourd'hui, il faut que la ressource humaine soit formatée autrement. Sinon, avec les dispositifs actuels, ça va être difficile. Pas impossible, mais difficile. Mais il faut que tout le monde ait le concept de la responsabilité sociétale. Angoïba a réagi par rapport à certains aspects de leurs pratiques environnementales. C'est important. C'est parce qu'il y a le système management au sein de l'entreprise. Si aujourd'hui, le Premier ministre, le président ne peut que donner la vision d'un pays. C'est le Premier ministre qui fait le déploiement et l'implémentation. Maintenant, si le Premier ministre demande à ce que toutes les entreprises soient dans la RSE,
c'est pas aujourd'hui qu'on va trouver la solution, mais dans 5 ans, 10 ans, on va voir les résultats. Et c'est ça. Maintenant, il faut voir tout. Par exemple, lui, il parle de l'environnement. Il y a 7 éléments qui gravitent autour de l'environnement. Maintenant, quand tout le monde est dans la RSE, maintenant, chaque élément, il y a des spécialistes qui vont s'intéresser à ça. Chaque élément, le contenu local. Le contenu local n'est pas un programme aussi compliqué que ça. Mais il y a 2 facteurs importants. Il y a le financement des banques et il y a les ressources humaines. Aujourd'hui, il faut qu'on change de paradigme. Il faut qu'on arrête de réfléchir autrement. Il faut voir plus près. Aujourd'hui, le Mali peut tout réussir avec la RSE. Moi, je pense que le facteur important, c'est la gouvernance. Oui, c'est parce que ça fait partie des défis. Mais pour revenir... Notre question, pardon de répéter le thème de notre émission, RSE, instrument de bonne gouvernance pour les entreprises, avec un point d'interrogation. Je suis très d'accord avec ce que mon camarade a fait au niveau de Azalaï. Adama Kamara. Les différents domaines dans lesquels ils sont en train de faire, parce qu'ils sont en train d'accompagner des sociétés, des choses, mettre des formations en place, travailler dans un certain nombre de secteurs à titre volontaire pour aider, créer une synergie et sortir le Mali dans un certain impasse. Donc ceci est très important. Parce que, pourquoi je le dis, nous avons réfléchi en RSE. Nous nous sommes dit qu'en termes de responsabilité sociétale de l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter un changement? Parce que la question qui se pose, c'est ça. Que faire pour apporter un changement? Un changement positif. Bien sûr, positif. Pour apporter votre partition. C'est ça le problème. Donc, il fallait négocier depuis à l'école. Il fallait chercher la qualité. Donc, en donnant des bourses, créer l'émulation. Il fallait également former les entreprises avec lesquelles nous travaillons et les exiger à respecter les normes que nous respectons. Elles se voient un peu. Donc, présentement, au niveau de l'ULO, la première formation est finie. C'était 11 entreprises qui avaient été élues. Mais sur les 11, c'est 9 qui ont passé. Parce qu'après l'évaluation, c'est les 9 qui ont été retenus. Présentement, 33 sont en formation. Donc, c'est pour vous dire que ce truc-là a commencé chez nous il y a longtemps pour jouer notre partition en termes de responsabilité sociale d'entreprise. Ouais, je vais sortir, mais je n'arrive pas à sortir. Non, je voulais juste compléter. Mais monsieur, je vous donne la parole juste après cette question, monsieur Diabaté. Monsieur, ça fait pratiquement 1 heure qu'on parle de RSE. Oui. On parle de son déploiement. On parle des difficultés qui sont liées justement à sa mise en place au niveau du Mali. Mais aujourd'hui, comment faire de la RSE une réalité? Mais une réalité vraiment dans nos institutions, dans nos entreprises, parce que c'est vous les spécialistes, arrêtez-moi si je me trompe, la RSE concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. 2 exemples concrets. C'est-à-dire que si tu prends l'école, nous on s'est amusé à faire un petit calcul. Le nombre de Maliens qui se déplacent pour l'extérieur, Canada, France, Japon, etc. Quand tu fais la somme de tout, on est à 17 milliards de francs CFA. Ça, c'est seulement les privés. Et déboursés en termes d'argent? C'est pas les bourses. Les gens qui payent. Non, l'argent déboursé payé. Voilà, c'est ça, c'est la déboursé payé. C'est la RSE qui peut faire que ils reviennent ici. Parce que ceux qui vont faire comme formation à l'extérieur, c'est la même chose qu'on fait ici. La différence, c'est que c'est la gouvernance, la qualité. Ouais. Pourquoi ne pas mettre les deux? Et on peut le mettre les deux quand on est dans la RSE. Je prends le cas de la santé. Tu as 27 milliards qu'on injecte. Moi, je suis chef de projet, donc je veux me soigner. Mais l'argent, c'est dans la santé, dans le projet. Des trucs comme ça. Mais quand on met la RSE en place, si tout le monde a la dynamique de la RSE, on va se forcer de trouver la solution. On va mettre l'accent sur la performance des entreprises. Monsieur Bendeka Diabaté, je repose ma question autrement. Comment justement mettre la RSE en place? Comment faire en sorte que la RSE devienne une réalité au Mali? Il faut qu'elle soit institutionnalisée. C'est indispensable parce que si tu commences ici, tu n'as pas touché là, tu vas te retrouver devant un goulot d'étranglement. Il faut que toutes les institutions de l'État prennent en compte cette dimension RSE. Ça, c'est extrêmement important. Il n'y a que ça comme solution. Il faut institutionnaliser. Ouais. Adama Kamara. Ok, pour moi, je dirais que pour vraiment que la RSE devienne un vrai instrument de développement, vous faites d'abord, il faut vraiment institutionnaliser, comme il a dit. Il faut que l'État intègre dans la mission des entreprises les préoccupations qui sont liées à l'environnement, au social et à l'économie. Mais cela ne peut pas se faire sans que l'État ne mette en place
une vraie politique. Et cette politique passe par des mesures de facilitation sur le plan législatif, sur le plan fiscal et le plan douanier. Ça, c'est un. Deux, il faut que les entreprises aussi essayent d'intégrer cette culture de RSE dans les entreprises. Il faut les inciter. Je ne sais pas comment, mais il faut les inciter. Mais je vais vous poser donc directement la question, M. Youssouf Angoïba. Comment justement inciter ces entreprises à intégrer la RSE en leur sein? Bon, l'incitation de ces entreprises, moi je pense que pour que la RSE même soit une réalité chez nous, il faut une véritable politique gouvernement, une volonté politique. Comme ils l'ont dit, institutionnalisée, moi je parlais de volonté politique. Que l'État prenne ça comme une action concrète, une action réalisable, réaliste et objective. Deuxièmement, pour moi, il faut faciliter aussi, il faut une facilitation d'accès au financement. Parce que nos banques ne sont pas des banques de financement. Nos banques sont des banques généralement de thésaurisation et non pas de financement. D'où le problème de contenu local. Je viens. Maintenant, il faut également la rigueur dans la gestion et la transparence. La gouvernance. Surtout ça, la gouvernance, ça... La gouvernance fait partie, c'est un des aspects de la c'est fondamental. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas gérer une entreprise sérieuse comme sa poche. C'est ce qui fait que beaucoup d'entreprises chutent chez nous. Donc, au-delà de cela, moi, je vais attaquer un autre aspect. C'est un peu la revue du système éducatif chez nous. Il faut revoir un peu le système éducatif. Parce que les élèves, les étudiants terminent les études, ils s'attendent à travailler. Au lieu d'être un emploi salarié, au lieu d'avoir un emploi salarié, ils peuvent être des employeurs. Ceci se fait comment? Par une simple incubation. Il faut incuber les enfants depuis à un certain âge. C'est-à-dire, quelqu'un qui est en 9e année, on sait qu'il a des potentialités en mathématiques, en physique, on peut lui demander qu'est-ce qu'il veut devenir. Depuis là-bas, il a son projet en tête, il le va au lycée avec, et il sort à l'école supérieure avec, et quand il finit, généralement, il ne va pas s'attarder. C'est aussi simple que ça va permettre de résolver cette question. Mais je vous dis, mais allez-y dans les pays de l'Afrique centrale, ce n'est pas miraculeux. Non. Ce n'est pas miraculeux. C'est-à-dire, l'incubation est un processus. Il ne s'agit pas de dire seulement je veux faire ça. Quand l'élève dit je veux faire ça, il y a un système d'accompagnement. C'est pour cela que j'ai dit de voir le système éducatif. Donc, au Mali, qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, on a tellement de jeunes qui sont dans la rue. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas incubés. Ils ne peuvent pas penser qu'ils peuvent faire leur propre entreprise. Alors que si on les formait dans ce sens, on les incubait dans ce sens, en sortant, certains vont sortir avec leur entreprise déjà faite, certains vont commencer à avoir des idées pour mettre leur structure en place et tout le monde ne va pas s'attendre à un emploi salarié. Donc ce système éducatif est à voir au Mali parce qu'il faut adapter les réalités aux réalités économiques, les réalités éducatives aux réalités économiques du pays et aux potentialités que nous avons. Et merci messieurs d'être passés sur le plateau d'Entreprendre, débattre de notre thème RSE, instrument de bonne gouvernance pour les entreprises. Merci Adama Kamara, je rappelle que vous êtes manager de projet à la Fondation Azalaï. Merci Youssouf Angoïba, je rappelle que vous êtes expert de développement communautaire. Merci également à notre invité principal Moussa Bendeka Diabaté, directeur général de l'Institut RSE du Mali. Merci messieurs, chers téléspectateurs de nous avoir suivis et à très bientôt sur TM1.